Et voilà, donc la conférence est en mode enregistrement. On va faire donc un partage d'écran. On va vous ouvrir le PDF et on va aller donc sur présentation pour vous afficher donc le plein écran. Voilà. HP, n'hésite pas à garder ton micro ouvert s'il y a besoin. Si jamais il y a un petit souci ou quoi que ce soit, tu peux intervenir. S'il y a des questions aussi. Donc, le thème de ce soir, préparation donc à l'apnée, l'échauffement. Donc ça, c'est un sujet, avant d'aller dessus, toc, qui me tient vraiment à cœur, puisque depuis quelques années que je pratique l'apnée ou d'autres activités, que ce soit du cardio, du renforcement musculaire, du stretching, de la muscu, des arts martiaux, bref, pas mal de choses, eh ben, je m'aperçois que très souvent, eh ben, l'échauffement, il passe à l'as. On arrive toujours en retard sur sa séance, parce qu'évidemment, bah, malheureusement, c'est la vie, c'est le quotidien, on travaille avant, on prend le métro, la voiture, c'est les bouchons et on arrive speed. On n'a pas le temps de s'échauffer, et on démarre souvent donc trop vite. Et où les échauffements sont faits d'une manière pas forcément adaptée, et pareil, ils sont faits trop vite. Alors vous allez voir, donc on va avancer sur un PDF qui va être vraiment progressif et de plus en plus détaillé. Donc c'est important, on va passer vraiment du général à plus à chaque fois. Attends, on va fermer la petite fenêtre. Voilà, il y a des gens qui arrivent en cours de route, donc on les prend en cours de route. Pour ceux qui arrivent en cours de route, donc bienvenue. Vous pourrez poser vos questions donc par écrit et on pourra répondre donc au fur et à mesure. Sachez que donc le déroulé va se faire donc de plus en plus précisément. Donc, en quelques mots, pourquoi s'échauffer? Je pense que tout le monde voit le PDF. C'est bon, vous l'avez? C'est bon, voilà, je vois des petits signes OK. Alors, déjà s'échauffer, comme vous pouvez donc voir de ce qu'on a marqué, pour ne pas se blesser. Alors, ne pas se blesser complètement, non, mais en tout cas pour éviter beaucoup de blessures. Et puis, l'échauffement, c'est pour pouvoir donc s'adapter, adapter son corps à l'effort qu'on va produire. Alors moi, je pars du principe que si je décide d'aller faire de la musculation, du renforcement musculaire, je vais m'échauffer par l'activité que je vais produire. Si je vais faire du vélo, je vais m'échauffer par le vélo. Si je veux faire du stretching, je vais m'échauffer par le stretching. Parce que le but, c'est d'habituer sa fibre à travailler dans l'effort qu'on va produire par la suite. On va essayer de ne pas travailler sur des antagonistes. Par exemple, je m'échauffe en musculation et puis derrière, je vais faire de l'étirement. La fibre travaille de deux manières et le corps, il ne va pas comprendre. Ensuite, donc, pour pouvoir être plus performant, quand le corps donc, est mécaniquement prêt, donc la performance est forcément meilleure. Il y a aussi donc amélioration de la concentration et évacuation des tensions. Comme je vous ai expliqué au début, on va détailler aussi donc de plus en plus au fur et à mesure que le PDF avance. Mais effectivement, le corps, il faut qu'il s'échauffe et il faut du temps dans cet échauffement. Et ce n'est pas 3 minutes d'effort qui fait qu'on est chaud. En réalité, il faut 20 minutes. 20 minutes pour s'échauffer. Alors vous allez me dire que waouh, j'ai une séance qui va durer qu'1 heure, comment je fais? Eh bien, on se débrouille. Si on n'a pas du tout le temps d'arriver en avance, comme moi j'ai pu faire à l'époque quand j'ai démarré l'apnée, il y a 19 ans, 20 ans maintenant, eh ben, je me suis accordé ce temps. Donc ça c'est clair, je l'ai pris au détriment de travailler, etc. Mais j'arrivais 1 heure et demie à l'avance. J'étais tout seul à la piscine, je me mettais sur les gradins. Et puis bah, là, je faisais mes exercices d'échauffement, d'étirement, etc. Et dès que la séance d'apnée, par rapport à certains de mes collègues apnéistes, j'étais chaud. Et c'est là où j'ai remarqué que l'échauffement était super important. Et puis en même temps, du coup,
puisque je me suis échauffé dans ma pratique, dès l'instant où je vais démarrer, ma concentration elle est directement accrue. Mais on va le détailler de plus en plus. Ensuite, donc, pour mieux récupérer, forcément, quand on a un corps qui est mieux préparé, l'effort il va être fait d'une manière bien plus confort. On va moins produire d'efforts saccadés, d'efforts de tension, un effort qui va être mal adapté. Et généralement, on va produire moins de blessures et on va aller derrière sur une meilleure récupération. La séance sera beaucoup plus confort. On va faire avancer le PDF. Donc, on va détailler pourquoi on dit qu'il y a moins de risque de blessure quand on s'est échauffé. Bien sûr, là, on parle en général, on ne parle pas spécifiquement de l'apnée. Donc, pourquoi une diminution des risques de blessure? Alors, déjà, qui dit échauffement dit, en fait, c'est bête, mais ça dit augmentation de la chaleur. Et en fait, la chaleur va avoir des propriétés qui vont mécaniquement améliorer le fonctionnement des articulations, des muscles. Au niveau des muscles, ça va améliorer la souplesse de la fibre musculaire. Au niveau des tendons, c'est pareil, ça va améliorer la souplesse du tendon. Au niveau du cartilage, ça permet de mieux absorber les chocs, d'avoir aussi un cartilage mieux irrigué, mieux et plus souple, schématiquement. On a aussi une production du liquide qui est dans l'articulation, qui donc assure la lubrification de l'articulation. Cette synovie, ce liquide synovial est produit en plus grande quantité et est moins visqueux. Donc l'articulation joue plus librement. Donc c'est cet ensemble de choses qui sont des choses mécaniques fait que du coup, mécaniquement, il y a un risque d'élongation de déchirure ou d'entorse qui est plus petit. On a donc moins de risques de blessures mécaniques de ce type-là. Si je prends un exemple très simple, là j'ai une balle dans la main, on imagine que c'est de la terre glaise et que cette balle, au départ, la matière de cette balle, en fait, elle est dure, elle est froide. Et je veux la transformer. Je veux la modifier, je veux la modeler pour en faire une forme allongée, par exemple, et autres. Mais au début, quand je vais commencer à jouer avec, je vais appuyer dessus, ça va être dur. Et je vais même me faire mal aux mains. Si j'y vais comme un brutos, ça ne va rien se passer, à part peut-être de déchirer en fait cette matière. Et puis il y a des crevasses qui vont se mettre en place. Du coup, je vais me retrouver avec plusieurs morceaux de terre glaise. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux garder une seule morceau. C'est le même principe terre glaise que la pâte à modeler. Mais mes doigts, en même temps qu'ils vont travailler dessus, il faut aussi qu'ils s'échauffent. Alors, progressivement, je vais commencer à jouer doucement sur le jeu. Et au fur et à mesure, je vais découvrir ma matière va s'échauffer, elle va devenir de plus en plus molle, et effectivement, à un moment donné, je vais pouvoir appuyer dessus et lui donner une forme. Bon là, ça reste une balle forcément, mais entre le début que j'appuie et maintenant que j'appuie un peu plus fort, j'ai respecté la matière de la balle et j'ai respecté mon effort musculaire articulaire. Je fais une petite aparté aussi sur le liquide synovial. On sait que le corps, dès l'instant où on va de toute façon produire des efforts, en fait, on va casser les chaînes, on va casser les cellules, on va abîmer notre système. L'effort, en fait, il déconstruit, il ne construit pas. L'exemple très simple que je donne, souvent, c'est la musculation, le bodybuilding. Je vais faire de la muscu, je vais rentrer en force dans un travail, je vais jouer sur les muscles de mon biceps, par exemple, mais en fait, mes cellules, je vais les casser. Et c'est dans la phase de repos, en fait, que
le corps va pouvoir se reconstruire et construire des nouvelles cellules. Et puis, le muscle, on sait qu'il a donc la partie sanguine, le sang, pour pouvoir apporter l'oxygène, les nutriments, voilà, tout l'apport de ce dont la fibre a besoin. Et pour le sang, on a quoi pour le véhiculer? On a le cœur. Chouette. Et puis, on a la ventilation et on a le système pulmonaire. On a aussi un mouvement, les poumons qui gonflent et qui se dégonflent et qui, effectivement, vont apporter l'oxygénation et, par le sang, donc cet oxygène est transporté. Mais le liquide synovial, il n'a rien. Le cartilage. Et le cartilage, ils n'ont rien pour pouvoir avoir un apport de cellules qui vont arriver. Et une articulation qui n'est pas utilisée, le corps, lui, il va se dire « Ah je ne sers à rien ». Et donc, du coup, c'est une articulation qui va, au fur et à mesure du temps, va devenir raide. Pourquoi elle va rester souple? Pourquoi elle va rester ici alors qu'elle pourrait aller là? Parce que mon doigt, j'ai arrêté en fait de le faire travailler et je l'ai laissé ici en permanence. Et le jour où je démarre ma muscu, ma souplesse ou mes mouvements, ça s'arrête ici, alors qu'en réalité, je pourrais aller là. Donc, il faut solliciter une articulation pour que les cellules puissent être apportées et que le corps puisse en même temps se réparer et avancer. Donc, il y a d'autres types de blessures. Il n'y a pas seulement la blessure mécanique, il y a aussi les risques cardiovasculaires. Donc, l'échauffement permet aussi de dilater progressivement et de solliciter le système cardiovasculaire, le système circulatoire progressivement, de manière à ce que ce ne soit pas un changement de débit brutal avec le risque évident qui s'ensuit quand on essaye de faire passer un liquide à forte pression dans un tuyau directement, si le tuyau a des faiblesses, il y a un risque. Donc, il vaut mieux y aller progressivement et doucement. C'est ce qu'on appelle en même temps donc l'élévation justement de la température. Le corps, lui, va monter en température parce qu'effectivement, on va produire un effort. Partez du principe que vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau froide, vous la mettez sur le feu. Si de 0 à 3 secondes, elle est passée à 100 degrés, c'est pas bon du tout. Il faut en réalité que l'eau puisse monter en température tout doucement. C'est pareil pour la plaque, en fait. La plaque qui va chauffer, aujourd'hui, on sait qu'on a des plaques qui vont très vite en température, c'est super, mais du coup, on va chauffer des aliments d'une manière qui, en fait, est beaucoup trop rapide. Le principe du micro-ondes, c'est la même chose. Ça va chauffer très rapidement, ça va démarrer par les extérieurs, puis ça va rentrer au centre. Et généralement, on remarque quoi quand on chauffe quelque chose au micro-ondes? C'est dès qu'on sort notre plat, en moins de 3 minutes, il est froid. Il a chauffé tellement vite, mais il refroidit aussi vite. Le corps, il faut vraiment prendre le temps de s'échauffer. Et vos vaisseaux et le cœur, par exemple, qui est le muscle, on va dire, quasiment le plus important, vos artères, vos veines, les vaisseaux capillaires, tous les vaisseaux sanguins, tout ce qu'on a effectivement dans le corps, tout ce qu'on a dans le cerveau, tout ça, ça va chauffer. Mais imaginez que comment vous pouvez savoir que vos tuyaux, ils sont propres, qu'ils ne sont pas bouchés, qu'il n'y a pas des plaques d'athérome, qu'il n'y a pas effectivement de plaques de gras qui s'est levée à droite et à gauche et qu'on ne risque pas à un moment donné une blessure, un AVC, un infarctus. On n'en sait rien. Et personne n'est à l'abri de ça. Et dès l'instant où vous allez échauffer un corps beaucoup trop rapidement, vous avez d'énormément de chances d'aller provoquer vos blessures si jamais il y avait quelque chose de latent. Même si on s'échauffe tout doucement, tranquillement, qu'on prend le temps, qu'on fait une belle séance, on n'est jamais à l'abri d'un pépin et d'un accident. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on fait toujours les choses en mode sécurité. Mais en tout cas, la partie sanguine est très importante. Je prends l'autre exemple qui est aussi très efficace à comprendre. Je suis froid, je me mets à faire des squats.
cache. J'utilise le plus gros muscle de mon corps, la cuisse, le quadri, et tout de suite, ça brûle. Et tout de suite, en moins de 10 ou 15 mouvements, je suis essoufflé. Je suis essoufflé, pourquoi? Est-ce que je manque de souffle? Absolument pas. Est-ce que je manque de force musculaire? Peut-être, ou pas. Ça dépend de votre entraînement et à quel niveau vous êtes. Mais il y a un point très important à cause de l'essoufflement. Ce n'est pas vos poumons, votre système respiratoire qui vous dit « Ouais, alerte, je ne peux pas suivre ». C'est votre cœur qui ne peut pas suivre. Eh bien oui, vous produisez un effort, il faut apporter l'oxygène et les nutriments, l'échange CO2, oxygène, etc. Le cœur, vous faites un effort trop violent. Le cœur, il ne peut pas suivre. Il n'est pas chaud, il n'est pas prêt, ça ne circule pas correctement, la machine n'est pas prête, donc pour ça, eh ben, on s'essouffle. Si bêtement on va poursuivre l'essoufflement alors que le corps n'est pas chaud, eh ben, le premier risque, il est justement cardiovasculaire. Dommage. Donc pensez à ce que l'échauffement soit toujours doux et évolutif. On va avancer. Le dernier point est un poil plus subtil. Donc, toujours cette chaleur fait qu'au niveau du système nerveux, c'est plus efficace également. Les informations s'échangent plus rapidement. Ça, c'est la réaction chimique qui est plus rapide avec la chaleur. Du coup, bon, ça crée pour des sports qui nécessitent d'être précis, ben, ça va augmenter cette précision, ça va diminuer éventuellement les risques de chute, ça va aussi diminuer les risques de faux mouvements. Hein, à peu près dans toutes les activités sportives, on peut faire des faux mouvements, c'est-à-dire des mouvements qu'on fait de travers. Justement, si l'information au niveau du système nerveux et passe plus efficacement, on évitera ça également. Même si ce n'est pas la raison principale, c'est important. Après, c'est la question, le point suivant, vous vous rappelez, c'était l'échauffement améliore la performance. Donc, pourquoi est-ce que l'échauffement améliore la performance? Donc, on a vu que ça dilatait les vaisseaux et les capillaires. Du coup, il y a un effet au niveau de la performance qui est que ça améliore le transport de l'oxygène vers les organes. Et du coup, quand on va démarrer la séance d'entraînement ou qu'on va réaliser la performance en compétition, peu importe, ou le match ou l'activité, on sera efficace dès le début et pas au bout de 100 mètres dans sa course à pied. Si on est sur un sprint, c'est trop tard. Ou pas, enfin voilà, vous avez compris l'esprit. Le fait que la souplesse et le fonctionnement articulaire soient améliorés, ça va donner moins d'efforts pour faire les mouvements. Donc on va avoir aussi un meilleur rendement. C'est pareil, on reste sur de la mécanique. Là-dessus, si l'articulation elle n'est pas en mode grippé et du coup Étendu. tendue, et ben, c'est plus facile et donc le mouvement est plus facile, plus fluide, plus naturel. On a aussi, vas-y, pardon. Prenez l'exemple, si vous faites du DIN, par exemple, DIN, DNF, et que vous avez un mouvement qui est raide, étendu, même si on va le voir après, oui, encore une fois, je veux toujours devancer les choses, moi. Heureusement que Sylvie est là pour me rattraper. Eh ben, c'est simple que vous n'irez pas à la même distance. On va l'approfondir après plus tard. Donc il y a aussi l'aspect dans l'aspect souplesse musculaire, etc. On va travailler sur l'évacuation des tensions. Parce que c'est vrai que si on est tendu quelque part, au hasard du trapèze, par exemple. Trapèze épaules. Ce qui est le cas de beaucoup de monde. J'ai la nuque que je ne peux pas tourner. Donc c'est clair que notre mouvement sportif, quel qu'il soit, il va moins bien se passer si on n'a pas d'abord un peu évacué cette tension et qu'on est plus souple de partout. Le système nerveux, on en a déjà
pas mal parlé, on a déjà un petit peu parlé, donc on va avoir des mouvements plus précis et plus efficaces, c'est moins risqué et puis, au niveau performance, c'est intéressant forcément. On a aussi une amélioration du niveau de vigilance, ce qui peut être, important pour pas mal d'activités sportives aussi. Imaginez que vous avez une activité qui demande de la vitesse. Dans la vitesse, forcément, on risque de perdre un beau mouvement, l'amplitude correcte, l'angle correct d'attaque, etc. Plus on va vite, plus cette attention peut être perdue. Si vous avez fait un échauffement qui va être progressif et que votre mouvement au début, il était lent et contrôlé et que vous allez bien le comprendre, au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre de cette vitesse et avancer beaucoup plus vite. Et vous allez respecter du coup l'équilibre de votre corps par rapport au mouvement. Ça, c'est vraiment important. Pareil, on le détaille encore un peu plus après parce qu'on parlera un petit peu plus de l'apnée en général et des différentes disciplines. Sachez que pour l'instant, on parle de l'échauffement vraiment d'une manière très générale, que chacun puisse en même temps s'adapter à ce que vous faites, parce que tous ne font pas forcément que de l'apnée, mais vous avez forcément d'autres choses dans votre quotidien. Et puis, ça peut être tout bête aussi, hein, l'échauffement, hein. Si vous faites le ménage et vous passez l'aspirateur, tout d'un coup, vous produisez un mouvement, et puis votre corps, il n'est pas prêt, vous vous baissez un peu, et vous remontez, et clic, vous vous bloquez le dos. Hein? À qui ça n'est pas arrivé, ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Où tout d'un coup, je ramasse quelque chose par terre, je me redresse et bing, un pincement dans le dos. Ou alors, j'ai une barre de traction et puis bêtement, hop, je me mets dessus, je fais 3 mouvements et je sors et gling, hop, je me suis mis une cervicale en vrac. Et ben oui, c'est pas parce qu'on est déjà sportif depuis pas mal d'années et qu'on s'entraîne et qu'on fait attention à soi qu'on n'est pas à l'abri. Et ben moi, des pépins, j'en ai eu. Et même en ayant un corps chaud, ça m'est déjà arrivé que tout d'un coup, j'ai une petite blessure qui arrive. Un autre exemple, même si je suis très très chaud, je suis masseur et massage de relaxation. Et puis, il y a des moments où, dans certains mouvements, il faut un peu porter la personne et puis tout d'un coup, voilà, faire un bel effort de contraction musculaire pour pouvoir étirer donc le muscle qu'on a étiré à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, dans le mouvement, bing, hop, qu'est-ce qu'on sent? Un tendon tout d'un coup qui tire trop fort, et puis une attache au niveau du poignet qui pète. Et ouais, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Et c'est pour autant la chose donc la plus importante, c'est que plus on va démarrer lent, plus on va avancer doucement, plus on aura une vigilance et plus en même temps, la préparation mentale va se mettre en place. Parce qu'il est important de comprendre ce qu'on fait. Si tout d'un coup, je me mets à aller vite, qu'est-ce que je vais comprendre à part le fait que je vais aller vite? Rien du tout. Si je fais la même chose dans ma ventile et que je vais trop vite au départ, qu'est-ce que je vais comprendre? À part juste que ça va me faire tourner la tête. Dans ma mécanique, dans mon mouvement, je vais capter 2%. La lenteur, au fur et à mesure, va pouvoir donner la visualisation, l'observation et le ressenti. C'est pour ça que dans cet échauffement, ce qu'on avait vu aussi à la première conférence, ça se rejoint complètement. Encore une fois, il y en a qui sont arrivés donc en cours de route. Si vous avez des questions que vous voulez vraiment qu'on réponde précisément, vous les faites par écrit. Nous, on les lit, on répond au fur et à mesure ou au bon moment du PDF. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas, on vous invite justement à poser toutes vos questions. Toutes les questions sont intéressantes et intelligentes. Alors, les principes donc généraux de l'échauffement. Je ne vois pas s'il y a eu des questions de faites, parce que est-ce qu'il y en a qui envoient des messages? Parce que quand nous, on a le PDF en entier sur l'écran, Camille, tu peux envoyer un message?
n'importe quoi. Tu fais coucou, toc, toc. Ah, tiens, c'est là. Ah, voilà. Voilà, ça y est. On a affiché. OK, ça marche. Échauffement, muscu. Alors, On Marius, verra, échauffement musculature en stats, j'y arrive. on verra tout à l'heure. Ça, on parlera de des spécificités. Ça, on va répondre. Donc, les principes généraux donc, de l'échauffement. Alors, comme notre écran est un petit peu pollué, en fait, je regarde l'ordinateur aussi qui est à côté. Sur les principes généraux, on a déjà un petit peu évoqué. Donc, il doit toujours être progressif. Bon, ça, c'est une évidence, mais c'est bien de le répéter. Et puis, comme beaucoup de choses, son contenu doit être adapté aux circonstances. C'est-à-dire que même pour une même activité sportive, il ne va pas forcément être pareil selon le moment où on se trouve. Par exemple, si on est le matin ou le soir, on n'a pas fait la même chose avant, on n'a pas le même degré de froid au niveau des muscles et des articulations et du reste. Et donc, on ne va pas mettre le même contenu dedans selon si on vient de se réveiller ou si on a fait la journée à s'activer avant. Plus il fait froid aussi, plus il doit être long et progressif, parce que forcément, on est plus froid quand il fait froid. C'est la logique. Et on aura plus de mal à se réchauffer. Et aussi, au niveau de l'activité qu'on va faire, selon ce qu'on va faire, plus l'effort qu'on va demander va être intense et violent, je dirais, et plus l'échauffement doit être soigné et long. Bon, après, il y a plein d'autres. Il doit toujours s'adapter aux circonstances, tout simplement. Quand vous faites par exemple du cardio et que vous faites du fractionné, qui est un exercice très intéressant, et que vous faites par exemple 15-15 ou 20-10 ou 30-30, donc vous faites un effort cash et puis tout d'un coup on revient au calme, un effort cash, on revient au calme. Si vous le faites trop violemment d'entrée de jeu, alors c'est sûr que c'est le principe du fractionné, on veut cette variabilité d'effort intense pour que le cœur bam, balance et explose, et que derrière, hop, on se calme, on le reviolente. OK, c'est ce qu'on veut. Mais si vous le faites d'une manière au départ, sans échauffement, cash, d'un coup, et que vous avez besoin de tenir 20 minutes et vous avez besoin de faire 8 séries au moins, comment vous allez tenir? Au bout de la troisième, vous allez craquer. Vous n'allez plus pouvoir mettre le jus complet. Alors que si vous avez fait un échauffement d'abord, vous avez échauffé tout le système, vous vous êtes un petit peu habitué à rentrer progressivement dans l'effort, à faire du pseudo fractionné, et puis tout d'un coup, OK, vous vous sentez que c'est chaud, et vous avez décidé de rentrer dans votre fractionné direct. Et vous faites par exemple 8 fois 15-15. Parfait. Et partez du principe que la première série de 8 fois 15-15, c'est la première, et il faut qu'elle soit progressive. Vous allez faire 15 fois un effort violent, 8 fois un effort violent. Mais le premier, il faut l'adapter pour que le deuxième soit un peu plus fort, troisième un peu plus fort, quatrième un peu plus fort, et ainsi de suite, pour que le numéro 8, il soit vraiment explosif. Je pars du principe que pour moi, un effort, il faut qu'il soit tout le temps exponentiel. Dès l'instant où il descend, eh ben, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de jus et qu'on essaye de continuer à aller en chercher. Mais souvent, pour gagner une compète, pour gagner un sport qui est lié justement à la rapidité et au sprint, si vous mettez trop tôt tout le carburant et qu'à la fin, on a besoin du booster, il est où le booster? Le booster, il a été utilisé au début de la séance, alors qu'on en a besoin à la fin. Voilà. Pour ceux qui, après, voudront peut-être des conseils plus précis, moi, je travaille sur ce phénomène-là et sur les cardios qui sont différents pour pouvoir amener en fait un travail plus long. Et quand on veut un travail plus court, on est capable d'aller le chercher.
Ensuite, il y a souvent 2 phases donc dans l'échauffement, une première partie qui est, on va dire un éveil, général et puis ensuite des exercices plus spécifiques à ce qu'on va faire. Quoi que ce soit qu'on fasse ensuite. On a, aussi, d'avis général, il ne faut pas qu'il y ait plus de 15 minutes entre l'échauffement et le début de l'activité. Ce qui n'est pas toujours facile à gérer, selon les activités. Mais je pense, en particulier aux gens qui font de la course à pied, les départs de course, c'est souvent, problématique. Donc il faut bien faire attention à ne pas se refroidir et à faire son échauffement au bon moment par rapport à l'événement. Et puis, chose, importante, hein, l'échauffement, c'est pas la séance de sport. On ne doit pas terminer son échauffement déjà, complètement rincé, quoi. Sinon, c'est qu'il y a un problème. C'est pas un échauffement qu'on a fait. c'est le même principe que quand vous avez un dîner, voilà, et puis vous avez démarré par l'apéro. Et comme vous avez tellement faim, hein, et ben vous avez déjà bu 15 verres, vous avez mangé toutes les chips, les cacahuètes, les ceci et les cela, et tout d'un coup, tout le monde crie « On passe à table !» Hein? Ouais, mais on a fini de manger, là. On a mangé toutes les tomates, les petits choux-fleurs, les petits concombres, les petits machins et les petits trucs, et on n'a plus faim. Et bien ça, c'est loupé. Du coup, le repas va devenir beaucoup trop copieux On va pas l'apprécier. et vous n'allez pas du tout l'apprécier en sortie de table. Un échauffement, c'est la même chose. Un échauffement doit donner envie de poursuivre systématiquement. Alors, là, on arrive sur donc une parenthèse sur les étirements. On a parlé avant qu'effectivement aussi, donc l'échauffement, il faut l'adapter en fonction qu'on soit le matin, qu'on soit le soir, il fait chaud, il fait froid, combien de temps on a. Mais il y a une chose qui est importante et que souvent vous confondez. Vous confondez l'échauffement articulaire et des étirements. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je fais cet aparté parce que c'est pour ça que qu'on voulait faire cette conférence sur l'échauffement, parce que on confond trop de choses. Alors, là, on vous a marqué, donc, parenthèse sur les étirements. Les étirements, donc, sont une des composantes donc, des échauffements, mais pas le seul. Ouais, le seul ingrédient. Mais pas donc le seul ingrédient. Et que donc, il y a des différences entre donc, des étirements et leur effet et les utilisations. Il y a plusieurs sortes. Je ne peux pas commencer à étirer quelque chose si je n'ai pas préalablement échauffé. C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, ça va être ma contraction musculaire en comparaison avec ma contraction articulaire. Allez, on va tous faire un petit jeu ensemble. On va le faire avec la main. Mettez-vous en position. Allez, je vois le jeu. Je ne vois pas toutes les caméras, ne vous inquiétez pas. Vous prenez votre main. Bon, si je suis trop rapide et que je serre mon poing tout de suite, là, vous allez sentir de la force. Vous allez sentir votre muscle au niveau de l'avant-bras se mettre en place. Et puis imaginez, là, vous voulez là, tout de suite pousser sur quelque chose d'entrée de jeu. Hop, on pousse. Du coup, l'épaule va se mettre en place. Et là, tout de suite, j'ai chaud. Et tout de suite, je sens que j'ai une élévation du cœur qui se met en place. J'ai échauffé quoi là? Rien. Mais par contre, j'ai mis un musculaire trop violent. Maintenant, je relâche. Je ne mets aucun effort. Et je laisse juste mon poignet monter, descendre, mais sans forcer. Il n'y a pas d'effort musculaire. Il y a un effort articulaire. Et bien, le but de l'échauffement, c'est de mettre l'articulation en place. C'est ça qui va commencer à échauffer. Vous commencez à échauffer l'articulation, le liquide synovial, voilà. J'en vois un qui commence à tourner, il a envie de changer son mouvement. Automatiquement, on a envie de bouger, on a envie de modifier. Mais en attendant, il n'y a pas de musculaire. Et puis, comme effectivement, ça devient tout doux,
J'ai envie d'aller plus loin. Si je veux aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à relever plus fort. Et là, je sens que ça tire d'un côté et que ça se contracte de l'autre. Pareil, je descends. C'est tout mou. Et je commence à appuyer. Et je relâche. Et j'appuie. Et je relâche. Et j'appuie. Et je relâche. Et si je veux de la force, eh ben, je mets de la résistance maintenant. Et là, je vais commencer à jouer un petit peu plus dans résistance de force avec mon poignet. Mais je l'ai préalablement échauffé. Ainsi de suite. Donc, le matin, par exemple, le corps, il est 100% froid. Vous venez de dormir. On ne va pas commencer en réalité à rentrer dans des étirements ou dans de la force musculaire cash. On va faire que de l'articulaire, tout doux, tout souple, tout léger. Le principe du tai chi, voilà, très lent, très doux. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Si on veut rentrer dans du musculaire, on ira dans la branche musculaire. Si on veut rentrer dans la branche étirement, on rentrera dans la branche étirement. Mais ensuite, soyez logique aussi dans votre programme de la journée. Les étirements, ça va servir à quoi? Les étirements, en réalité, ça va servir à détendre, dénouer, défatiguer. Quand un muscle il est utilisé, lorsqu'une fibre elle est utilisée dans son quotidien, elle crée des nœuds, elle crée des tensions, elle crée des toxines. Alors ces toxines, il faut les nettoyer. Dans l'étirement qui va donner une bonne récupération derrière, eh ben, l'étirement va dénouer en même temps ces nœuds. Si mon poignet était bloqué, parce que j'ai des nœuds et des tensions, à force de travailler dedans, eh ben, je vais pouvoir aller plus loin dans mon jeu. Et si je prends un jeu de plus, au fur et à mesure, hein, vous connaissez tous ce jeu, non, vous ne le voyez pas très bien ici, d'aller prendre son pouce, voilà, et d'aller chercher à toucher. Si vous y allez cash, ça va vite faire mal. Et attention, vous risquez de vous blesser. Certains vont s'arrêter là tout de suite. Au fur et à mesure qu'on échauffe, moi je n'y vais pas pour l'instant, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir y aller. Et je suis sûr que je vais pouvoir toucher. Et donc, il y a différents types en même temps d'étirements. Il y a les étirements statiques. Par exemple, allez, Sylvie prend relais. Donc oui, il y a différents types d'étirements et il y a principalement deux groupes, on va dire. Il y a ceux qui sont mis en premier dans le document, qui sont donc les statiques et les passifs, qui sont à vocation plus dans un travail de recherche de souplesse, mais qui sont donc qui sont pas conseillés en mode échauffement, hein, on va dire, parce que leur principe de fonctionnement est un peu contraire à un principe d'échauffement. Ils vont plutôt diminuer le tonus musculaire, ils vont avoir un effet antalgique et donc augmenter le risque de blessure derrière. Donc, c'est pas des étirements adaptés à un échauffement. Donc, le statique, c'est celui finalement qui est beaucoup pratiqué, où on met en tension et on reste 20, 60 secondes, on reste longtemps dans la position. Et le passif est aussi très pratiqué, on le voit beaucoup, c'est on se fait aider, c'est la petite image, c'est bien l'exemple, on se fait aider d'un partenaire ou on s'appuie sur un support ou d'un poids pour aller chercher un étirement maximal, souvent aussi avec un passage en mode arrêt pendant un certain temps de l'étirement. Donc ça, ces deux étirements sont pour de la recherche de souplesse. Donc ils sont à utiliser, mais pas en mode échauffement. Imaginez un élastique. Un élastique, il a une longueur, une force et une souplesse. Je prends cet élastique et il y a quelqu'un qui le prend en permanence où il y a un poids qui le tire et qui le tient.
eh ben, c'est clair, net et précis qu'à un moment donné, les petites fibres, elles vont se détacher les unes des autres, ça va se déchirer. Et puis, eh ben, cet élastique, il faisait 10 cm. Eh ben, au bout d'un laps de temps, il va faire 11 cm. Alors super, ils viennent grandir. Génial, c'est ce qu'on voulait. Mais malheureusement, est-ce que c'est le bon équilibre du corps? Est-ce que cet élastique, il ne devait pas plutôt peut-être rester à 10 en étant peut-être moins raide? Mais ils viennent perdre de la force. Et ouais, il avait un tonus de force de 10, et bien maintenant il a un tonus de force de 9. Et on sait très bien qu'un élastique, plus on va lui tirer sur la tronche, plus à un moment donné il va devenir tout mou, il va servir à rien. C'est le problème des gens qui sont hyper laxes et auxquels les articulations vont trop loin et ça saute en permanence. Et généralement, ça finit en chirurgie parce qu'on va tirer sur les muscles, on va tirer sur les tendons et on va retendre tout ça. Alors qu'il faudrait, par exemple, faire de la muscu pure pour renforcer le système. Un étirement passif, où il y a un pareil, c'est le partenaire qui vous prend et qui vous étire, et vous vous laissez faire. Alors, bien entendu, le système respiratoire doit jamais être bloqué et on joue avec. Mais en attendant, tout ça, effectivement, ça étire. On sait que la fibre rouge musculaire peut s'allonger. La fibre tendineuse blanche, à la fin de la croissance, c'est fini. On ne peut que ramollir le tendon. Et on sait que dans l'articulation, pareil, il faut lui donner sa souplesse, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas confondre muscle rouge et tendon. Et attention avec les tendons, quand on a par exemple un manque d'eau et quand on va trop vite, les tendons ils deviennent secs et ça casse. Si jamais c'est déjà arrivé chez vous, c'est pas cool derrière. Donc très attention. Et donc moi je pars du principe que j'adore une chose, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent et oui on va répondre, ça va arriver dans les PDF après. L'étirement actif, on étire en contractant en fait le muscle antagoniste. Ça, moi, c'est la meilleure en fait pratique que j'ai mis en place depuis des années et surtout avec les problématiques que j'ai. Et quand j'ai démarré mon travail à nouveau de souplesse, j'avais une trentaine d'années et je peux vous garantir que j'étais raide comme un bout de bois, je n'attrapais pas mes pieds. J'avais une clavicule de cassée qui est toujours cassée même d'ailleurs et je ne pouvais pas lever mon épaule et ce n'était pas possible en fait de pouvoir lever mes bras. Et je suis allé un petit peu étudier ce travail en fait naturel d'étirement. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en tension ou quand vous vous réveillez le matin? Et bien, la plupart du temps, vous allez vite comprendre mon geste. Vous allez faire une inspi et puis vous allez vous mettre en tension, souffler et tirer. Et vous lâchez. Et là, généralement, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, et waouh, bah, ça fait du bien, quoi. Là, je viens de me détendre, là, j'ai passé 3 heures devant l'ordinateur, j'ai mal au dos. Et ben, dans votre quotidien, vous avez effectivement des réflexes naturels à vous étirer. C'est ça le principe de base de l'étirement, instinctif. Et celui qui va se respecter le plus en réalité. Donc, on utilise une contraction musculaire qui va en fait nous permettre de nous étirer derrière. On reprend un exemple qui est très très simple. Si vous reprenez votre main ici, faites-le si vous voulez comprendre. Eh bien, vous voulez étirer vos doigts. Eh bien, regardez les miens. Je tire mes doigts vers le haut. Ma main reste à plat, mais pas mes doigts. Alors, on n'a peut-être pas la même souplesse chacun, mais c'est juste pour comprendre qu'est-ce que vous faites. Vous faites une inspi et vous soufflez et vous emmenez votre effort. Les muscles du dessus vont être utilisés en force, ceux du dessous vont être étirés. Bon, là, il n'y a pas de muscle dans la main, ce sont les tendons, mais en tout cas, ça joue. Donc,
Si vous refermez votre main, eh ben, c'est l'inverse. Si vous tirez votre poignet, vous aurez l'étirement du dessus et la force inversée. Si vous prenez maintenant un artifice, vous prenez votre doigt, vous voyez là où je vais, et là vous mettez à pousser. Ah ben évidemment que ça va plus loin, hein. Donc ça, c'est le passif. Mais ça, c'est le passif. Ça, c'est quelqu'un qui aide et qu'il faut se relâcher. Voilà, on peut mettre tout un poignet aussi, etc., etc. Mais il faut bien comprendre sur quel type d'étirement vous faites et est-ce que vous êtes en train de perdre de la force et de gagner plus de souplesse. Si c'est l'objectif, c'est très bien. Et que si jamais vous perdez de la force et que ce n'est pas bon, il va falloir faire un travail de renforcement musculaire derrière. Et on passe son temps à équilibrer de la force et de la souplesse. Quelqu'un qui fait du bodybuilding, il a trop de force, il n'a que de la raideur. Quelqu'un qui fait trop de souplesse va être hyperlaxe. Et si je prends quelqu'un qui fait du fitness, eh ben, elle va avoir, ou il ou elle va avoir un muscle qui va être comment? Qui va être long, fin, très fort, très endurant et hyper souple. Alors, selon votre discipline, qu'est-ce que vous avez besoin? Et il faudra adapter le travail. Et on y va. Je suis raide pour le yoga, tes explications sont nickel. Merci. Moi aussi, je l'ai été quand j'ai démarré. Donc, les étirements, vous avez compris, donc les étirements actifs sont ceux qui sont adaptés à l'échauffement. Les étirements pour gagner de la souplesse, ben, pour préparer à une séance sportive, c'est pas recommandé. Les étirements dynamiques, c'est des étirements un peu particuliers qui sont adaptés à des choses, à des sports un peu plus explosifs, on va dire, et qui vont être sur, on fait un mouvement et on augmente progressivement la vitesse et l'amplitude du mouvement jusqu'à aller au max. Mais là, bon, ce ne sera pas spécialement adapté, bien sûr, à notre sport. Alors, ça peut être adapté à notre sport. Il y a des mouvements, par exemple, qui sont pris de la nage avec palme, mais là, ce sont issus effectivement des nageurs. Les nageurs ont une amplitude d'épaule, c'est phénoménal. Ils ont une souplesse là-dedans, mais ils ont en même temps une force qui est développée. Et maintenant, on sait qu'il y a de la muscu dans la nage. Mais il y a un exemple qu'on voit de temps en temps, alors là je ne vais pas le faire sinon je vais mettre une grosse claque à Sylvie, mais je vais le faire doucement, c'est ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et on claque des deux côtés. Mais imaginez demain que vous n'avez pas l'habitude de le faire et vous y allez cash, mais c'est clair que vous allez vous abîmer, vous détruire. Par contre, ça peut être excellent pour effectivement faire sauter toute l'articulation. Mais waouh, allons-y doucement et évitons la violence des mouvements. Moi, j'aime pas ça. Donc, il faut effectivement, enfin, c'est des étirements qu'il faut manier avec précaution. Contrôler la lenteur, contrôler le souffle, contrôler la contraction et le relâchement. Ça, c'est super intéressant. Je fais une dernière aparté sur les étirements. Vous avez aussi, si vous avez déjà fait de la rééducation avec donc des kinés, généralement, eux, ils vont chercher une certaine forme de souplesse pour vous aider donc à vous améliorer, auquel ils vous obligent à faire un effort musculaire et tout de suite un relâchement, et c'est eux qui vous entraînent. Je donne l'exemple, je prends ma main encore une fois ici, mon autre main va bloquer, je vais créer une résistance et je vais essayer de soulever ma main pendant 10 secondes par exemple, en inspirant. Et puis je vais souffler, relâcher, et là c'est mon autre main qui va m'emmener dans mon poignet. Et je recommence. Je fais un effort, alors attention avec le poignet, hein, c'est fragile. Hein. On fait un effort de contraction, résistance contre l'autre main, j'inspire, je souffle, et c'est mon autre main qui m'emmène. Et ainsi de suite. Ça, c'est le principe d'un travail qui est
très efficace. Et souvent, effectivement, vous allez le découvrir chez les kinés. Et ça, c'est du mixte, donc. Et c'est du mixte. Mais si vous n'avez pas de problématique, et ben là, du coup, on joue tout de suite dans les deux sens, mais on est obligé d'avoir un artifice qui vient nous aider. Et parfois, on n'en a pas. Demain, je vais lancer une vidéo avec des étirements de bras et tout ça, qui sera en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, question étirement après le sport. Alors là-dessus, c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on fera peut-être une conf sur la récupération parce qu'il y a tellement à dire. Mais on peut dire que juste après, c'est pas recommandé. Je vais répondre rapidement. Vous avez pris une poêle, vous avez fait cuire un steak. Et puis, vous l'avez bien fait griller, hein, ce steak. Hein, puis, c'est bien noir, etc. Donc, la poêle, elle a bien chauffé. Et puis, vous prenez la poêle, vous la mettez sous l'eau froide. Vous voyez la réaction que ça fait, là? Alors, vous faites du sport intensif. Et puis, vous venez de courir, vous avez fait un footing. Vous avez les cuisses, les mollets qui sont bétonnés, verrouillés. Donc, le corps, lui, il est allé chercher à adapter sa fibre à l'effort que vous venez de lui demander. Et puis, vous avez couru 60 minutes, par exemple. Et puis, tout d'un coup, allez, vous vous mettez debout, vous faites un talon-fesse. Et puis, vous étirez le grand quadri. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que le corps va comprendre? Il m'a demandé pendant 1 heure de me contracter et maintenant, il me demande de m'étirer, de m'allonger, de me détendre, de me dénouer. Ben, je ne suis pas prêt à ça. C'est 2 mouvements antagonistes, chaud-froid. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout s'étirer après le sport. On peut faire quelques mouvements pour revenir au calme et redétendre et faire 2-3 petites choses simples et détendues. Mais moi, par exemple, si j'ai du cardio à faire et du stretch à faire au sein de la même journée, je vais faire mon cardio et ma muscu le matin avec un réveil articulaire et musculaire qui va bien, qui fera office d'échauffement et tout petit étirement en même temps. Mais par contre, je vais m'étirer le soir, avant de me coucher, par exemple. Et je vais repartir à froid d'un corps. Je vais le réchauffer par la séance d'étirement. Et là, ma fibre va pouvoir s'adapter à nouveau et s'étirer. Et du coup, je vais pouvoir positiver ma séance de cardio-muscu du matin qui m'a fatigué, qui m'a noué, qui m'a mis des tensions et autres. Et je vais la réconforter par les étirements du soir qui vont justement m'apaiser, me calmer, me détendre et peut-être sûrement même m'apporter un meilleur sommeil. Et puis du coup, je vais peut-être mettre mon statique à la rigueur après, si je fais 3 séances dans ma journée. On reste logique dans une progression de travail. Voilà ce que je voulais apporter comme parenthèse. Comment échauffer les genoux et le dos? Comment échauffer le genou et le dos? Alors là, je ne suis pas là pour vous montrer des mouvements et des exercices, mais il y en a plein. Déjà, par le système respiratoire, on peut jouer. Ça, c'est clair, net et précis. Les genoux, c'est facile. Hein, si vous vous mettez debout et puis vous faites bouger des petits mouvements de rotation. Allez, comment je dois échauffer mon coude? Je vous donne un exemple. J'échauffe mon coude. Vous n'avez jamais vu des échauffements d'arts martiaux? On reste debout, on met les mains sur les genoux et on fait une petite flexion et on tourne. Et on descend et on remonte. Petite flexion, on tourne et on remonte. Faire le petit talon-fesse, pareil. Faire que l'articulation va se plier et que les liquides synoviales, etc. vont se mettre en place. Et dans le dos, dos rond, dos creux. On tourne, droite-gauche. On va chercher des variantes. On va bouger ses épaules. On est basé sur de l'articulation, c'est comme les doigts des mains. Soit vous êtes raide, et puis au fur et à mesure, vous apprenez à aller chercher vous-même. Rentrez dans des mouvements, tournez, dansez en fait. Ça va venir tout seul, il faut jouer. Puis au pire, je vous ferai des vidéos.
Alors, on va parler de l'apnée, parce qu'on a parlé de l'échauffement général, c'est bien joli, mais du coup, qu'est-ce qu'on a dans la tête par rapport à l'apnée? On se dit, d'ailleurs, j'ai vu des questions, c'est marrant parce que j'ai vu des questions qui se rapprochaient un petit peu de ça. Déjà, l'apnée, si on parle d'élever le rythme cardiaque, tout ça, c'est pas bien parce que élever le rythme cardiaque, c'est pas bon pour l'apnée. Hein, donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on va éviter de s'échauffer? Il y a des disciplines qui se pratiquent en no warm-up. No warm-up, ça veut dire pas d'échauffement, n'est-ce pas? Donc, Normalement, le vrai no warm-up, il ne faut pas donc confondre avec voilà. celui auquel on fait un échauffement au bord de la piscine. On fait quand même de la respi, de l'apnée. Par contre, on va faire son din cash. Le vrai no warm-up, c'est rien. Mais Bing, on se réveille le matin, on fait 3 cycles respiratoires et on part en apnée. il n'y a pas beaucoup de gens qui Ça, font c'est ça. cash. Euh, il y a aussi l'idée reçue qui peut être que de toute façon, l'apnée, on fait pas d'efforts intenses. Hein. Je voyais la question sur le statique, on ne fait pas d'efforts en apnée. Donc, à quoi ça sert de s'échauffer? Dans ce cas, c'est pas la peine. Pas besoin. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on pense. Donc, on va essayer de détailler euh, quel est l'intérêt que représente pour nous l'échauffement en utilisant les mêmes rubriques qu'on a utilisées précédemment, voir point par point quel était l'intérêt des différentes choses pour nous. Je fais une petite aparté avant qu'on change de PDF et qu'on prenne la suite par rapport à vos questions. Marius, en stat, on fait une table O2 et 2, donc ça c'est après. Le crossfit, le crossfit, si vous voulez faire du crossfit, il y a encore plus besoin d'échauffement. Le C'est ce qu'on a crossfit, vu, plus c'est plus c'est violent, plus violent, c'est plus il explosif. faut s'échauffer, 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 s'échauffer. C'est super important. Il n'y a rien de plus important, justement. Étirement après le On en a sport, pour ou parlé. contre, car il y a plusieurs écoles. Alors On en a oui, parlé. je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais je vous ai répondu. Pour moi, la meilleure des écoles, c'est respecter le travail qu'on fait et on va chercher l'antagoniste plus tard pour pouvoir le réparer, mais pas trop tôt. Comment échauffer les genoux? Le yoga, tellement de postures. Oui, je sais qu'il y a tellement de postures. Mais après, le plus important, ce n'est pas de faire 150 millions de postures, c'est d'adapter les postures qui vont vous correspondre à vous à l'instant T. Il y a des postures qui sont extraordinaires, mais qui sont fracassantes pour le dos, par exemple. Donc, trouvez toujours celle qui vous convienne et qui fait du bien. Et là, ça sera positif. Alors, donc, on a vu que ça améliorait le fonctionnement, que l'échauffement permettait d'améliorer la mécanique musculaire, tendons, articulaires, etc. Donc, en apnée, c'est quoi l'intérêt? C'est assez. Pour tout ce qui est dynamique, c'est clair que c'est une évidence, comme un autre sport, on gagne à avoir un mouvement plus efficace, on gagne à avoir une meilleure fluidité, une plus grande amplitude dans le mouvement. Si vous faites de la monopalme, c'est important d'avoir de la souplesse. On va aussi avoir une meilleure position, un meilleur mouvement. La souplesse des épaules est importante pour tous les dynamiques. La souplesse des genoux, plutôt pour le sans-palme. Le dos, le bassin, c'est plutôt pour la monopalme. Mais on voit qu'on a intérêt à avoir davantage de souplesse, plus d'amplitude, plus de fluidité. Après, là, on sort du dynamique. Tout en apnée, toutes les disciplines, on a besoin de souplesse au niveau de la cage thoracique. Si on est raide au niveau de la cage thoracique, on va pas bien prendre son air. On va avoir évidemment un risque de blessure en prenant son air ou en faisant des mouvements en profondeur. On a aussi le risque de blessure lié
au manque, qui peut être lié à un manque de souplesse de la cage thoracique, qui peut être lié à d'autres choses aussi. Et on a aussi, donc c'est pareil pour toutes les disciplines, la réduction des tensions qui intéresse forcément tout le monde en apnée. D'avoir un meilleur relâchement, ça intéresse toutes les disciplines. Et pour la profondeur, on va aussi gagner au niveau de la compensation, une plus grande facilité à compenser si on est relâché que si on est tendu. On sait que ça ne se passe pas bien. Même si vous avez une belle apnée, vous voulez partir en DIN, mais vous faites un mouvement qui va être raide et saccadé, ben forcément, vous allez consommer 3 fois plus. Et quand votre envie de respirer va arriver, comme on sait que l'envie de respirer, c'est une contraction du corps pour vous obliger à évacuer votre air, et bien si vous démarrez votre contraction alors que votre corps il est raide comme un bout de bois d'entrée de jeu, ça va être dur de tenir une contraction et une envie. Par contre, si vous démarrez en étant relâché, déjà l'envie va démarrer sur des choses qui seront plus petites et plus douces et plus agréables. Et puis si vous faites un effort et que vous êtes juste gainé dans l'effort et que vous allez chercher tranquillement à jouer dans votre jeu et à avancer, là vous serez économique. Mais si vous êtes raide et autres, c'est logique que la progression sera compliquée. Même si vous augmentez votre temps d'apnée, votre technique, votre mouvement, votre raideur fera que ça ne passera pas. Et vous passerez 10 ans toujours au même stade. Donc faire un travail sur soi dans l'équilibre force et souplesse de tout le système corps, c'est très important. Je vois une question en même temps, quel échauffement pour bien progresser en statique? On va parler de la spécificité de l'échauffement statique. On va parler du stat un petit peu après et on va avancer. La souplesse des épaules, on sait très bien que quand vous êtes en DIN et que vous n'avez pas de souplesse d'épaule, tendre les bras complètement et les avoir vraiment derrière et ultra tendus, ça ne marche pas. Et que vous essayez absolument de les tendre, parce que vous voulez respecter la posture, ça va vous cramer dans votre effort. Et moi, je sais qu'au début, je n'avais pas du tout cette souplesse d'épaule. Bon, je travaillais énormément le 16 x 50. Et puis après, j'ai commencé à amorcer le DIN, mais je n'avais pas cette souplesse d'épaule. Et bien, qu'est-ce que je faisais en fait? Et ben, je relâchais ma tension et je pliais un peu mes bras. M'en fous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le but, c'est d'avoir les bras devant, en minimisant l'effort et en essayant de respecter son mouvement. Et au fur et à mesure que vous allez vous étirer, que vous allez prendre de la force, vous étirer, prendre de la force, et bien vos épaules, elles vont se relâcher, la posture, elle va se prendre. Donc là, on est sur le thème de l'échauffement. En fait, vous avez une souplesse, elle est ce qu'elle est. L'échauffement vous donne en même temps la suite de votre travail. Le but, c'est d'être au meilleur de ce qu'on peut faire au moment. Donc, si on est, disons, la meilleure souplesse qu'on puisse obtenir, si on n'est pas échauffé, on ne l'aura pas, on sera beaucoup moins bien positionné. Et même si on est hyper souple, le fait de ne pas être échauffé fera qu'on aura une position qui ne sera pas bonne. Alors que si on s'est échauffé, on aura tout de suite la meilleure possible. Tout à fait. C'est facile, hein? On sait très bien que quand on démarre un exercice, on n'est pas dedans, on n'est pas bien, quel que soit l'exercice que vous faites. Vous avez 150 milliards d'excuses à vouloir arrêter. Oh, ça m'emmerde, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela, j'ai pas envie, et puis j'abandonne. Et puis surtout, si vous avez démarré trop vite, là, c'est tout de suite, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et puis c'est à un moment donné où effectivement, voilà, ça y est, le corps commence à être chaud, ça commence à arriver, l'énergie arrive, vous le sentez, vous captez vos mouvements. Et là, hop, ça y est, la bulle, elle est là, la concentration, le mental se met dedans. Et ça y est, vous cherchez vos exercices et puis vous avancez. Et puis tout d'un coup, vous avez un objectif. Vous étiez parti peut-être pour un, puis vous allez peut-être partir pour un autre parce que vous avez adapté. Parce que vous avez adapté l'échauffement. Mais vous savez tous particulièrement que vous n'êtes pas dans une séance avant un laps de temps. Et regardez bien ce laps de temps. Généralement, c'est 20 minutes. Et généralement, on est content au bout d'une séance à partir de 40 minutes. Si on veut construire un cardio,
il faut 45 minutes d'effort sur le cœur pour avoir un vrai cardio, pour que le muscle puisse travailler correctement et se modifier par la suite. On veut qu'une fibre musculaire se modifie, et ben c'est pareil, on doit la solliciter normalement pendant 40 minutes d'un effort bien positionné. Au niveau des répétitions, c'est entre 6 et 8 répétitions qu'on doit faire pour que le corps enregistre qu'il y a un mouvement et qu'il va falloir se modifier. Tout ça, c'est du temps en fait. Et il faut le trouver, ce temps. Donc, on reprend aussi donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire le meilleur fonctionnement du système nerveux, avec la meilleure coordination motrice. Bon, bah, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait de démarrer tout de suite avec le bon mouvement dès le début de la performance. Hein, si on est en dynamique, c'est l'exemple qui est cité. Hein, c'est vrai que souvent, si on n'a pas échauffé correctement, ben on va commencer à nager comme un crapaud et bon, au fil de la performance, ça va revenir, mais c'est parfois compliqué. Très compliqué. J'ai testé pour vous. Et puis, on va aussi avoir une meilleure concentration, ce qui a plein d'avantages et qui est assez important dans notre activité. Sur l'aspect cardiovasculaire, on pourrait dire cardiovasculaire, l'apnée, on n'est pas violent, c'est une erreur. C'est une erreur. On est ultra violent. Voilà, notre système cardiovasculaire, il est mis à très rude épreuve. Alors, d'un instant, on reste en plaisir, que j'ai pas forcément envie de respirer, je m'arrête avant, tout va bien, etc. Ça va quand même le solliciter. Mais il faut bien comprendre que plus on va résister sur cette envie de respirer, plus les pressions vont augmenter. Vous avez bien vu chez vous que déjà, vous avez la chaleur corporelle qui se met en place. On a la tête qui bout. Mais imaginez la tête dans le micro-ondes. Imaginez-vous lorsque vous faites un sauna et qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus dans votre sauna et vous n'avez qu'une chose et qu'un besoin, c'est de sortir. Oui, parce que vous avez trop chaud et que les vaisseaux, tout ça, sont en train de bouillir. Donc, entre la pression et la chaleur, c'est trop intense. Et quand il fait trop chaud dans une apnée, hein, quand on va faire une apnée statique dans une eau à 35 degrés et qu'on est en combi, ça ne marche pas. Hein. On a envie de respirer super vite, on a super chaud et incapable de résister. Et quand on va faire un mouvement par-dessus, on fait du DIN, on fait du DNF, on fait de la profondeur, etc., etc., on va encore plus augmenter nos pressions. Et en plus, on produit des efforts, et en plus, on a notre air, on a nos contractions, on a le corps qui nous donne des contractions, etc., etc. Meilleur moyen d'avoir des blessures. En profondeur, par exemple, avoir des contractions en profondeur, meilleur moyen pour faire des squeezes. C'est pour ça que maintenant, les grands essaient justement de minimiser totalement les contractions jusqu'à essayer de ne plus en avoir. Les faire totalement disparaître. Parce que oui, la contraction en profondeur est dangereuse. La contraction en poumon vide aussi. Elle va donner des violences et des secousses et que si les attaches, c'est pas prêt, au niveau des poumons, de la plèvre ou autre, vous pouvez aussi vous faire mal. Mais le plus important, encore une fois, c'est la pression cardiovasculaire, donc pour Monsieur Cœur, pour vos artères, mais surtout, s'il vous plaît, votre cerveau. Vous ne savez pas du tout là-dedans si l'entité de vos vaisseaux sont clean. Et on n'est pas à l'abri d'un accident cardiovasculaire. Ouais, et puis les mécanismes de l'apnée, hein, et même si on est avec le dive réflexe, etc., c'est joli, c'est une belle adaptation, c'est magnifique, mais il faut quand même se rendre compte que ça met du coup la tuyauterie à rude épreuve parce que ça augmente les pressions. Vous le sentez même en statique, on peut sentir le sang qui passe là, qui pulse quand on est sur les phases finales. Donc, vraiment, la pression monte et il faut le savoir. Donc, oui, il faut s'échauffer avant. Si on ne veut pas d'accident, c'est mieux. Donc, diving réflexe, hein, dès l'instant où vous avez envie de respirer, dès l'instant où
l'envie se déclenche, les modifications physio sont là, et ben, il y a un réflexe naturel du corps, en dehors du fait de vous donner les mauvaises sensations de l'envie un peu partout dans le système corps, pour vous obliger à vous arrêter, en tout cas pour expulser cet air. Ben, vous avez une protection, c'est que ben, le sang va se vider au niveau donc, des jambes et des bras pour aller alimenter, en fait, cœur, poumon, cerveau, vos organes nobles. Donc, ça veut dire que dans ces zones-là, imaginez l'afflux de sang qui arrive là-dedans. Encore plus qu'au naturel. Si vous étiez en train de courir, en train de faire un effort à fond et un sprint, ou dans vos fractions, ben, le sang, il est réparti. Mais pas là, nous, en apnée, justement. Et dès l'instant où l'envie se déclenche, ce diving, normalement, se déclenche. Après, tout dépend de comment vous vous êtes préparé et comment vous avez mis votre ventilation et sur quelle épreuve vous partez. Parfois, ce diving va être rapide et puis parfois, il sera plus ou moins là. Mais c'est super important de faire attention à ça. Et c'est pour ça que l'apnée, c'est magique, il y a des belles sensations, c'est extraordinaire, on peut faire plein de choses, mais on échauffe, on y va progressivement, et si on se sent bien, et bien effectivement, on va crescendo dans son effort. Donc, un autre aspect important de l'échauffement, c'est pour nous apnéistes, c'est l'aspect où on se prépare mentalement à ce qu'on va faire. Et donc, on se concentre sur ce qu'on va faire et on va se préparer et visualiser la performance qu'on va faire. C'est utile dans beaucoup de sports, mais pour nous, la visualisation avant de faire la perf est intéressante et on peut mettre à profit cet échauffement pour rentrer dans ce schéma-là. C'est comme un peu comme la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, elle va durer une demi-heure ou 3/4 d'heure. Alors on va se dire, c'est abominable. Mais non, c'est le respect. C'est le respect de la préparation, de l'eau, etc. Le rituel du thé, parce que le thé, on l'a cultivé. C'est comme aussi au Japon, le tir à l'arc. C'est pas juste je prends mon arc et bim, je tire ma flèche en 2 secondes. Non, ça dure des heures, en fait. C'est, on va prendre le temps, on va se poser, on va respirer. Et puis, on va aller chercher un mouvement. Hop, on va balancer, on va tirer, on va bander son arc et on va attendre. Et souvent, c'est long parce qu'il faut absolument que celui qui va tirer en fait sa flèche devienne la flèche et en même temps devienne la cible. C'est de la visualisation. Et nous, en apnée, on en a aussi absolument besoin de ça. Parce que on doit savoir ce qu'on fait, où on va, pourquoi, comment et quel est l'objectif. Et c'est pendant l'objectif qu'on saura si on est capable d'atteindre ce qu'on voulait atteindre ou pas. Voilà. Après, là, on va parler donc du contenu selon les disciplines. Donc, il y a, comme on l'a déjà un peu évoqué, un tronc commun qui va être l'éveil musculaire avec un axe relâchement de tension qui est important, vous l'avez compris. Donc, pour nous, les apnéistes, et de manière, quelle que soit la discipline, on a la nuque, qui a un point de tension fort et qu'il faut relâcher. Première zone qui se contracte. Et oui, la première zone qui se contracte dès qu'on a envie. Bien dangereuse. On a la trachée, on a les artères, on a le départ des nerfs, on a les premières vertèbres avec l'influx nerveux qui va passer avec la moelle épinière et la partie des nerfs. Et si vous regardez en apnée statique, souvent, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous avez envie de respirer, la première chose qui se fait, c'est la tête qui se relève. Et la nuque se met en tension. Quand vous êtes en DIN-DNF, c'est pareil. Vous voulez regarder devant vous. Quand vous êtes en descente, c'est la même chose. Vous ne regardez pas votre cap, vous regardez le fond. Et tout ça se met en tension, déjà. Mais tous les flux passent par là. Donc, si la zone du cou, elle est raide, imaginez vos flux, c'est comme si vous allez vous étrangler vous-même. Voilà. J'y vais cash, mais donc, relâchez la nuque. La nuque est souvent liée au trapèze. Toute cette zone-là est
c'est le même sujet. Et puis, l'autre sujet, c'est tout ce qui est abdomen, tout ce qui est bien évidemment le diaphragme qui va avoir tendance à être tendu, surtout si on est un peu stressé. On va avoir tendance à focaliser le stress au niveau du diaphragme Plexus, et vous êtes de noué là. l'abdomen. Donc, il faut relâcher cette zone, surtout si on est stressé. Par exemple, on vous a noté donc éventuellement par rapport à un peu de dynamique pour le 16 fois. Le 16 fois 50, c'est un échauffement qui va être très spécifique, qui va être à l'inverse, par exemple, d'une prépa stat. Mais imaginez-vous que vous n'avez pas fait d'échauffement, que vous partez entre guillemets en no warm-up, que vous avez juste fait trois pauvres petites longueurs comme ça en vous disant oui, ça y est, c'est bon, je suis palmé, j'ai mon apnée sur 50 mètres. Et puis vous démarrez en trompe parce que vous voulez vraiment faire un record. Et derrière, eh ben, au bout de la troisième distance, vous n'en pouvez plus, vous commencez à avoir les jambes cramées, vous sortez, vous êtes complètement essoufflé. Eh bien oui, mais malheureusement, il en reste beaucoup encore à faire. Et c'est comme un marathon, vous sprintez les 500 premiers mètres, ben oui, mais il vous reste 41 km 500 encore à faire. Mais imaginez que vous avez fait un échauffement progressif sur le 16 x 50, vous étiez allé doucement au début. Oui, vous prenez du temps avec un échauffement à sec, articulaire, musculaire. Vous prenez vos palmes, vous allez dans l'eau, vous nagez avec ou sans palmes, cool. Et puis vous commencez vos apnées, tranquille, petit fartlek sur du 25 mètres. Après, vous le mettez sur du 50. Alors, on ne va pas se fatiguer non plus parce que ce n'est pas le but, mais vous allez échauffer. Et puis, vous allez timer votre départ de façon à ce que dans les 5-10 minutes max, vous avez fini l'échauffement et vous démarrez. Mais vous avez un cœur, vous avez des vaisseaux, vous avez des articulations qui sont prêts à envoyer. Et puis, si vous essayez aussi en même temps d'adapter votre vitesse de départ et vos récup de façon à ce que vous puissiez les augmenter et non pas les diminuer au fur et à mesure que l'exercice avance. Car encore une fois, moi j'aime la clé comme quand on est progressif. Vous faites le 50 en 30 secondes au début, et à la fin, vous êtes capable de faire le 50 en 20 secondes ou 15. Mais si c'est l'inverse, vous démarrez 15 secondes pour faire le 50 mètres, et à la fin, du coup, vous êtes obligé de le faire en 45 secondes parce que vous êtes cramé, et les temps de récup augmentent, et là, vous finissez frustré. Alors que moi, j'adore, c'est terminer quelque chose, justement, bam, en envoyant la sauce, en étant content. Et tous mes cardio, toute ma prépa, moi, je la fais de cette manière-là. Je veux toujours être progressif. Et puis, dès l'instant où ça stagne, c'est que ma physio, c'est fini, elle est morte, j'ai donné tout le jus. Donc, les renforcements spécifiques pour le DIN avec ou sans palme. Dans le tronc commun, donc on a parlé de l'éveil musculaire, des étirements, donc étirements actifs, vous l'avez compris. Pour toutes les disciplines, échauffement de la cage et des volumes. Donc, comment on fait l'échauffement de la cage et les volumes? Ça, vous regardez mes vidéos sur la respi. On inspire, on expire, on va chercher ses souffles, le jeu du ballon d'air, etc. Ouais. Là, on ne va pas rentrer dans le travail de comment étirer sa cage et comment étirer son diaphragme. Effectivement, il y a des très bonnes vidéos sur la chaîne YouTube Soyez Laurent Boccaron. Toujours progressif dans vos volumes. Avant de remplir quelque chose, déjà, on apprend à le vider, s'il vous plaît. Quand vous allez jeter votre poubelle, vous ne revenez pas avec la moitié du sac. Sinon, maman à la maison ne va pas être contente. Alors, quand vous allez à la poubelle, vous videz tout. Et puis, vous revenez, le sac, il est vide. Et avant de remplir quelque chose, on apprend à le vider. Et c'est pareil dans le vidage, on ne peut pas tout vider cash. C'est progressif, parce que vider, c'est aussi un effort. Le dynamique. Le dynamique. Donc, avec ou sans palme, ce qu'il y a de spécifique, on l'a dit, il y a les épaules, il y a les genoux, donc pour le sans palme, parce que sinon c'est un peu moins critique.
le bassin, c'est très important le bassin, y compris pour le sans-palme d'ailleurs. On pourrait penser que le bassin met la bonne position bien fluide du sans-palme. Il ne faut pas avoir les fesses qui dépassent. Donc du coup, il faut être bien droit et que le bassin soit bien positionné aussi. Gainé. C'est bête, mais Il y a du gainage. il y a du gainage et donc quelque part un peu de souplesse, une position qui va bien. Les cuisses, bien sûr, ça, c'est une évidence. Les chevilles aussi, et pour tout, hein, que ce soit pour mettre des palmes, bon, bah, c'est sûr qu'il faut pas négliger ses chevilles parce que souvent dans les échauffements, je vois pas toujours les gens échauffer les chevilles et pourtant elles travaillent énormément. Beaucoup, parce que c'est justement le mouvement de la voilure qui va être lié à la cheville. Et elles travaillent aussi y compris sur le sans-palme, parce que même si ce n'est pas un mouvement en force qu'on va faire sur la cheville, on va quand même avoir sur la position du sans-palme le pied qui se met dans l'axe et du coup, il faut être aussi souple de la cheville à ce moment-là. Je fais une petite aparté aussi, en fonction de l'effort de ce que vous allez faire derrière, entre par exemple un 16x50 et un DIN lent, l'échauffement par rapport au quadri, pour moi, il est différent encore. Parce que d'un côté, on va avoir un mouvement explosif rapide, et d'un autre, on va avoir un mouvement lent et long. Donc, la fibre ne va pas travailler de la même manière. On ne va pas faire la même préparation non plus. Deux antagonistes de travail, deux antagonistes de fibre. Une fibre courte ne donnera pas une fibre longue. Soit vous êtes un sprinter, soit vous êtes un marathonien. Donc, encore une fois, c'est pareil. Il faut savoir déterminer quel est votre objectif de séance, quelle est votre discipline et adapter le programme qui va être autour. Et parfois, trop s'éparpiller dans trop de disciplines, eh bien, vous ne pourrez pas donner 100% dans chaque. Au niveau du dynamique, question, est-ce qu'on met en route l'apnée ou pas? C'est là que peut se faire un choix. Il y a les adeptes de pas du tout d'apnée avant, ou bon, là, attention, si on n'a pas du tout d'apnée avant, on aura La question, un effet très désagréable, c'est sûr. la réponse, Ce de toute sera un peu façon, brutal. la réponse, elle est très simple. Vous faites une apnée statique le matin au réveil, cash. Vous allez voir que vous allez avoir envie de respirer très tôt, très vite, ça va cogner, et puis vous ne serez surtout pas à votre max la plupart du temps. Si vous avez par exemple l'habitude de faire 5 minutes, je donne un exemple tout bête, et demain matin vous faites un no warm-up, vous allez faire 2,30. Alors, en s'habituant, peut-être qu'après derrière, vous arriverez à faire 5. Maintenant, imaginez que vous vous échauffez, et puis effectivement, en vous échauffant, vous allez faire 5. En DIN, le no warm-up, il va donner pour moi la même chose. Il va vous faire partir, et puis il va être très vite. Donc, vous allez avoir le dive réflexe qui va se mettre en place, l'envie de respirer qui va arriver un peu brutalement, mais peut-être que vous allez avoir la chance de pouvoir résister dessus plus longtemps, sans être en mode insécurité, parce que vous n'avez pas du tout consommé votre oxy, c'est tout propre. Par contre, vous n'avez pas du tout travaillé la phase CO2, mais vous avez la résistance à ce CO2. Alors peut-être que ça va vous emmener plus loin, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter, et après, il faut comparer. Moi, je sais personnellement que le no warm-up en DIN, c'est 0. Je fais, quoi qu'il en soit, un échauffement à sec et je fais des apnées de préparation pour mon DIN. Par contre, quand je vais dans l'eau, là, j'y vais cash. Je ne fais pas de longueur avant, je ne vais pas dans l'eau avant pour préparer mon système. Je l'ai échauffé, du coup, différemment. À vous de trouver vos clés aussi. Tu gères comment ton hydratation pendant l'échauffement pour le DIN et le stat? Le moins possible. J'arrête pas de pisser toutes les 3 secondes. Ouais, tu bois, si, tu bois. Alors si, je bois. Mais je bois des petites quantités. Voilà. Et malheureusement, je vais pisser toutes les 3 secondes.
C'est ça l'inconvénient aussi en compète. Il est 20 h. Une petite pensée pour nos personnels hospitaliers, infirmiers et tout, s'il vous plaît. On y pense, on ne va pas être aux fenêtres. Mais on a une pensée pour eux en même temps. On arrive un petit peu à la fin du... Ouais. Voilà. Donc, on l'a vu donc sur le dynamique, c'est des apnées qui vont être pas purement... quand on choisit de faire des apnées d'abord, c'est des apnées qui vont intégrer une composante dynamique, même si elles sont faites au sec, idéalement. C'est-à-dire qu'on va bouger pendant son apnée, c'est ça qu'on veut dire par composante dynamique, même si on l'a fait au sec. Après, là, on passe sur le statique. Donc, au niveau de l'échauffement du statique, bien sûr, on maintient le tronc commun qu'on a dit précédemment et on va ensuite favoriser le relâchement. Donc, ce qui favorise le relâchement pour les uns n'est pas forcément ce qui favorise le relâchement pour les autres, mais on va être sur de l'étirement qui est plus doux, qui va favoriser le relâchement. Le statique, c'est très simple. Vous voulez devenir du chamallow chewing-gum. Voilà, tout mou, de la guimauve. Voilà comment on se transforme en stat. Donc, le plus important, c'est d'aller chercher des étirements, du calme, allonger vos muscles, vos articulations, dénouer, détendre, délier pour être le plus mou possible. Et qu'après, quand vos apnées vont démarrer et que l'envie de respirer se déclenche, c'est pareil, que ça soit doux, que ça soit calme et que vous soyez, par rapport à votre mental, capable de l'accepter et que votre corps aussi accepte le jeu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et évidemment, pour la nutrition, combien de temps avant? Eh bien, comme dit, j'ai que le nom de famille de Parois, eh bien, on mange une bonne choucroute avant. Voilà. Puis on se fait un cassoulet, 2-3 gin tonic, et on est en forme et c'est parti pour le stade. Aux ferrugineuses, oui. Non, mais c'est une bonne question de savoir combien de temps avant. L'alimentation, nous, quasiment, on mange de moins en moins et on adapte l'alimentation en fonction de ce qu'on va faire. Mais évidemment, on a tout le système digestif qui va être au plus bas et on va chercher des aliments déjà à la base qu'on aime manger, qui sont faciles pour nous pour digérer, qui ne vont pas nous exciter. Si on mange de la viande rouge, c'est un excitant. Donc, on va partir sur des choses qui sont très simples et on a un apport d'eau, on a un apport de sucre sur les calories basses. Mais digestion, voilà, mais il ne faut pas être non plus en hypoglycémie. En profondeur, c'est pareil, sur les mouvements, de toute façon, vous faites toujours le même tronc commun. Un échauffement de la tête aux pieds, tout articulaire, ça c'est clair. L'échauffement de la cage est méga important. Diaphragme, ça c'est sûr aussi. Et la cage plus particulièrement aussi au niveau du sternum, la partie devant, qui elle généralement est pour tout le monde soudée. On apprend à la rentrée. Après, il faut bien comprendre une chose, c'est que quoi qu'il en soit, même si vous êtes méga, super souple, hyper souple, que vous savez faire des poumons vides, des carpes inverses, etc., rien ne vaut la profondeur pour travailler la profondeur. Vous pouvez peut-être simuler dans l'air que vous allez faire 40 mètres, ok, d'accord, etc. Bon, soit, c'est sur de l'échauffement. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez faire de la profondeur, il faut aller dans la profondeur. Et on habitue son système, et c'est là où, au niveau de la physio et de l'écrasement, vous aurez le vrai et le juste. Ensuite, au niveau de la profondeur, en fonction de ce que vous utilisez, si vous utilisez bipalme, monopalme ou du libre, eh ben, l'échauffement ne va pas être les mêmes. Si vous faites de l'immersion libre, il y a tirage de bras. Eh ben, quand on remonte de fond, qu'on commence à tirer, vous pouvez vous faire une élongation et des squeezes. Donc pareil, le grand dorsal, le triceps, etc., il va falloir l'habituer à travailler. Et non pas que dans la souplesse. Parce que se remonter du fond, vous êtes une pierre au début. Et le mouvement, il est plutôt petit, et au fur et à mesure, il va grandir. Bref, il faut toujours adapter. La cage, c'est ce qui est le plus important, ça c'est sûr.
on soigne vraiment donc particulièrement cette zone-là. La mâchoire, la compensation, et bien évidemment, si vous êtes relâché du cou, si vous êtes tendu au niveau du cou, des trapèzes, des bras, de la nuque, de la tête, et que vous fermez la mâchoire, la compensation, elle ne va pas se faire. Pour pouvoir compenser, il faut être zen et détendu comme en apnée-stat. C'est la même chose. Vous apprenez à jouer avec votre air, vous apprenez à bloquer l'air avec la glotte, à faire remonter l'air, et vous imaginez que même si là vous le faites, vous ouvrez la bouche et vous soufflez dans votre nez. Vous lancez Frenzel là, tout de suite. Et vous êtes détendu, tranquille. Et bien, quand vous allez faire votre descente, il faut que tout ça, ça soit prêt. Et après, vous pouvez faire des exercices plus, en vous mettant des barrières et des contraintes pour toujours aller rechercher ce relâchement de mâchoire. Et puis l'apnée, c'est pareil, mise en route progressive, toujours. Et en général, en profondeur, eh ben, on fait une première apnée, on va à quelques mètres, on en fait une deuxième, on en fait une troisième. Et puis si on est là pour faire une perf, on n'en fait pas 150. Généralement, on en fait 2 ou 3, on est prêt et on y va. Et ainsi de suite. Mais pareil, on échauffe progressivement. Tout doit se mettre en route. Le milieu fait que souvent, la mise en route de l'apnée, l'échauffement apnéique au niveau de la profondeur se fait souvent dans l'eau, contrairement. La simulation profondeur avec poumon vide dans la fosse, est-ce efficace? On a dit. Alors en fosse, poumon vide, interdit. Voilà. Voilà, vous savez qu'en fosse, les fosses ne sont normalement pas faites pour ça. Il y a des règles à respecter et que le poumon vide en fosse va apporter le côté danger. C'est que si vous n'avez pas d'air et que vous faites une syncope, on ne va pas le voir parce que qu'est-ce que vous allez relâcher? Donc, vous voulez faire du poumon vide en profondeur. Voilà, faites-le si vous voulez. Travaillez en mode FRC d'abord et surtout pas des extra vides. Faites-le en air en étant bien accompagné, mais faites très attention parce que dès l'instant où vous allez partir avec moins d'air en profondeur, eh ben, la première difficulté que vous allez avoir, ça va être, la compensation, mais très rapidement, la deuxième, ça va être la pression sur la cage. Et ça fait mal. Et si vous mettez trop de pression dans la cage d'entrée de jeu, vos poumons et la pression, vous pouvez aller vous blesser. Alors, dans ces cas-là, on ne s'arrête pas, on remonte d'1 mètre, et à la rigueur, s'il y a un petit temps d'agation pour pouvoir habituer le système à se relâcher, on le fait remonter et on sent juste une légère petite tension qui doit être là. Et si ça ne passe pas dans les oreilles, on ne force pas, hein, on remonte illico presto. Donc ça, moi je mets, voilà, danger. Il y a beaucoup de choses à dire autour de il y a ça, mais beaucoup de ce choses n'est pas et le il faudrait sujet faire, de l'échauffement d'aujourd'hui. il faudrait faire un cours entier quasiment là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas pareil de faire du poumon vide en fosse et d'aller en profondeur. Et comme dit Il y a Arnaud, une grosse différence. Accidentogène, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a de la préparation qui existe en poumon vide avec de la profondeur. Oui, mais c'est à faire, voilà, pas pour débutants et en étant déjà expérimenté et en même temps avec de la sécurité. Ce n'est pas le même effet que la profondeur. Mais ce n'est pas le même effet. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai, même si par exemple vous faites un extra vide ou un FRC, vous partez à 20 mètres, ok, vous allez vous dire que vous êtes capable de descendre à 60 ou à 80 mètres parce que vous avez fait ça. Non. Vous allez peut-être améliorer, oui, effectivement. Vous allez peut-être mieux passer parce que vous avez l'habitude de bosser à 20 mètres en fosse. Vous allez faire 25, 27, 28, ok, d'accord, ça va vous donner un petit plus. Mais en rien cash d'entrée de jeu, ça va vous donner le 80 mètres. Et si vous le faites, là, vous allez vraiment vous faire mal. Ça, c'est clair, net et précis. Et sortir avec un squeeze, c'est vraiment con parce que c'est des alvéoles pulmonaires qui sont foutus à vie. Et puis parfois, c'est 1 an pour les cicatriser. Et j'en connais pas mal auxquels c'est arrivé, qui ne se sont pas respectés derrière et qui n'ont pas respecté même la phase de cicatrisation. Et c'est perdu à vie. On fait attention à ce qu'on joue. Voilà. FRC max, comme dit Arnaud. Oui, tout petit relâchement d'air, à la rigueur.
FRC, c'est volume courant. FRC, c'est un petit soupir. J'ai fait mon plein. C'est volume courant. Voilà, j'ai juste relâché un tout petit peu. Ça m'évite de partir trop plein. Parfois, dans certains exercices, c'est très intéressant parce qu'on part avec moins de pression. Quel échauffement pour une séance qui commence par du statique, puis du DIN en seconde partie? Eh ben, moi, c'est ce que je fais, ou nous, c'est ce qu'on fait en attendant quand on fait les deux disciplines quand on est en compète. Eh ben, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est toujours le statique en premier. Donc moi, je vais partir je pars de mon principe que je pars en stat. Donc, je veux devenir chamallow chewing-gum. Voilà, la guimauve complète. Donc, je fais ma prépa stat. Je fais mon stat, c'est cool, voilà. Après, j'adapte le temps et je sais que je vais repartir en DIN. Et bien là, je vais repartir en fait sur des mouvements plus spécifiques et surtout par rapport à mes jambes. Par exemple, les cuisses, les genoux, mon bassin, etc., etc. Et je sais que je vais avoir un mouvement ondulatoire que je vais aller chercher. Et là, comme du coup, je vais faire une apnée en effort, et ben, je commence à mettre cet effort dans cette apnée. Et donc, progressivement, je visualise que je vais partir sur une nouvelle apnée, sur une longueur, avec un effort, et je pars sur le jeu. Je dirais qu'au niveau apnéique, Henri-Pierre Madès nous laisse. OK, à bientôt. Oui. Sur la partie apnéique, la partie statique va être un échauffement pour la partie dynamique. Donc, ça peut être intéressant d'enchaîner. Par contre, il faudra quand même travailler l'aspect articulaire et musculaire pour être bien sur les dynamiques. Toujours revenir sur je me réchauffe. J'ai fait un échauffement de stat, oui, ok, mais mon échauffement de stat par rapport à ma perf de DIN, eh ben, il s'est fait 4 heures, 5 heures avant. Et qu'après mon stat, je me suis posé, reposé, etc. Donc mon corps, de toute façon, il s'est refroidi. Donc il faut que je remette en route mon système. Il a déjà été chaud une première fois, ça sera plus facile. Mais en tout cas, je remets mon système en route et je me reconditionne à repartir. Et s'il y a plusieurs disciplines, eh ben, on recommence à chaque fois. C'est le but, toujours de repartir. Il y a une dette avec les disciplines d'avant dans le corps, il faut les accepter. On ne sera pas autant performant que si on ne faisait qu'une seule perf. Mais justement, eh ben, on repart à son échauffement et on avance. Voilà. Est-ce que tu penses que les échauffements qu'on met, on répond aux questions? On répond aux questions. Donc là, envoyez si vous avez des questions, si vous pouvez rester. Nous, on est encore là. Bombardez vos questions. N'hésitez pas. On répond maintenant surtout à ça. On a fini le PDF. Tu penses que les échauffements qu'on met au point au sec peuvent être transposés une fois de retour à l'eau? Alors, je ne compare pas l'air et l'eau. Ce sont deux mondes totalement différents. Par contre, effectivement, alors moi, c'est vrai que j'ai aussi deux disciplines. J'ai une discipline de préparation à sec et j'ai une discipline de préparation dans l'eau. Et je sais qu'il y a des mouvements que je peux faire dans l'air et des mouvements que je ne peux pas faire et vice-versa. Et j'utilise l'un et l'autre. Maintenant, je fais un départ de prépa en statique, je ne vais pas faire mes étirements dans l'eau, puisque de toute façon, on n'a que 30 minutes d'autorisation dans l'eau. Donc, ce n'est pas possible. Et moi, souvent, je pars sur des étirements qui ne vont pas durer 10 minutes, qui vont durer, si je peux et si j'ai le temps, 1h30, 2 heures, et je prends tout le temps que je peux. Pierre, je raccroche, merci pour les apports très intéressants. Avec plaisir. Et puis, une fois que je me suis préparé, je fais mon échauffement stat dans l'air, et après, je le poursuis dans l'eau. Voilà. Mais après, effectivement, moi, je sais que j'ai besoin d'un temps long de préparation. À chacun de s'adapter. Ce qu'il y a, c'est que, disons qu'il y a une partie, ce qu'on fait actuellement, puisqu'on est intégralement au sec, il y a une partie qui sera réutilisable telle que en étant au sec au bord de la piscine. Et puis, il faudra adapter quelque chose pour que ce soit transposable dans l'eau. On ne pourra pas faire la même chose. En faisant sec et eau que ce qu'on fait aujourd'hui intégralement au sec. Ça faudra adapter, on sera obligé. Est-ce que il y a une question du coup qui rejoint, est-ce que les perfs à sec ne sont pas comparables à celles dans l'eau?
Eh bien, pas tout à fait. C'est-à-dire que si on fait des progrès au sec, eh ben, tout ce travail qu'on aura fait, on va retrouver des progrès dans l'eau. Mais est-ce que on fera la même chose dans l'eau? Eh ben, je dirais peut-être pas. Peut-être oui, peut-être non. Ça dépend De chaque de individu plein de choses. Voilà. et de comment, effectivement, vous passez et où vous passez en fait du temps. Moi, je me souviens, mais tout début, j'ai énormément travaillé donc la prépa à sec, que ça soit cardio, renforcement musculaire, stretching, énormément, ça c'est clair, développer mon système de capacité pulmonaire. Mais j'ai fait beaucoup d'apnée à sec. Et très rapidement, je suis monté à 7 minutes. Et dans l'eau, c'était catastrophique. C'était 4 minutes, 4,30, 5 péniblement, etc. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, je paniquais, la combinaison, la chaleur, l'eau, la posture, le ceci, le cela, ça ne passait pas. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai inversé la donnée. Et puis, j'ai fait de moins en moins de prépa à sec. Et puis, j'ai eu la chance d'en faire de plus en plus dans l'eau. Comme par exemple, ces dernières années, ces trois dernières années depuis que j'ai repris donc, la compète, on a eu, avec Sylvie, donc effectivement, de plus en plus de chances d'avoir des entraînements dans l'eau. Et puis, je me suis aperçu que tout d'un coup, mes temps ont grimpé, et pour certains, donc, vous les connaissez. Et puis, de temps en temps, quand je revenais sur une apnée prépa à sec, c'était redevenu catastrophique. J'avais inversé la donnée parce qu'à sec, je n'arrivais pas à me relâcher. Mon dos, il est appuyé contre le matelas, etc. Donc, il ne peut pas se détendre complètement. Au lieu d'être sur le ventre, on est sur le dos. Il y a la chaleur. Bon, ok, il y a un relâchement parce qu'on ne bouge pas du tout, alors que dans l'eau, on passe notre temps à se lever, machin. La pression de l'air, elle n'est pas du tout la même sur la cage. Quand l'envie de respirer arrive, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas s'étirer, se relâcher de la même manière. Waouh, c'était dur. Bon, après, depuis le confinement, j'ai inversé les données. Je suis revenu pour l'instant meilleur à sec et j'espère, en attendant, pouvoir refaire ce que je fais dans l'air, dans l'eau. Mais encore une fois, tout dépend de où vous vous entraînez et avec quel outil vous vous entraînez. Vous faites 90% dans l'air, ça sera compliqué dans l'eau. Vous faites 90% dans l'eau, et ça sera plus facile dans l'eau. Et puis, si c'est un 50-50, vous essayez de trouver le jeu et à vous de comparer. Pourquoi on ne peut pas le max? Pourquoi on ne fait pas le max à la fin de la séance, mais plutôt un peu avant? Non. Ça dépend. Ça dépend de la construction de la séance. Voilà, ça dépend de ton moniteur et du programme qu'il a mis en place. Alors, généralement, on n'aime pas trop, effectivement, en club ou lorsqu'il y a eu un travail de fait, c'est que le corps, il est fatigué. Et puis, il y a de l'énergie qui a été consommée. Et puis, généralement, on se dit, allez hop, on part pour la dernière. Et on se dit, hop, on va faire la meilleure. Et oui, mais là, le corps, il est peut-être effectivement fatigué et qu'il en a marre et que la physio, elle a dit stop. Et puis, c'est là où on va au carton parce qu'on se décide que, ouais, tiens, c'est la dernière. Et du coup, je force. Hein. C'est comme les apéros chez les potes. Allez, tu prends un dernier verre avant de prendre la route. Ouais, ok. Et puis là, vous partez bourré. Et ça va être un peu la même chose. Et souvent, en milieu de séance, milieu, premier tiers, ou voilà, tout dépend de comment c'est amorcé, là, vous avez tout le jus. Vous avez fait un bel échauffement, vous avez toute l'énergie, le corps est là, il n'y a pas eu de dette. Si le corps, vous avez mis trop de CO2, vous avez abaissé l'O2, ou vous avez trop d'acide lactique, etc., là, il n'y a pas. Tous les niveaux et les curseurs sont nickel. Donc, du coup, bam, là, vous envoyez votre perf. Donc, tout dépend de la construction de la séance. Moi, je sais que j'ai une construction progressive et je vois. Mais en attendant, c'est peut-être pas forcément la dernière qui est la meilleure. Et c'est souvent, effectivement, l'avant-dernière. Quelle est la meilleure position pour l'apnée au sec? Debout. Debout. Droit. Garde à vous. Et on tient. Parce que surtout, on n'oublie pas le protocole, lunettes, pince-nez, signe OK. Et OK, tout va bien.
La meilleure position. Attends, remets-moi sur Pour la question. l'apnée au sec. Meilleure position pour l'apnée au sec. Sur le dos. Un coussin sous les genoux pour relâcher la tension des lombaires. Relâchez un peu la tension dans le ventre. Et en fonction de votre nuque, vous mettez un petit truc sous la nuque, mais surtout pas gros pour ne pas relever la tête. Et puis, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud et vous ne mettez pas 15 couvertures sur vous. Voilà, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est sur le dos. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le des tour. questions. Un FRC. C'est bon, on a Oui, répondu? Oui, on a répondu. C'est juste le vidage de l'air. Merci beaucoup, à bientôt. Et les peurs de Sylvie en confinement. Ah Sylvie, elle déteste la prépa à sec. Je déteste l'apnée au sec, mais c'est une contrainte de posture aussi qui est horrible pour son dos. Voilà. Mais malgré tout, je suis assez contente de ce que j'arrive à faire. Merci là. Sylvain. Et du coup, bon, j'espère que ça va se transposer dans l'eau. Voilà. J'ai pas beaucoup progressé par rapport à ce que je faisais dans l'eau, mais elle a beaucoup progressé par rapport à ce qu'elle faisait dans l'air. Voilà. Et comme on sait qu'elle est meilleure dans l'eau, voilà, j'ai toujours été meilleure dans l'eau, donc du coup, là avec ce que je fais au sec, on verra bien. Voilà. On verra ça en 2021, quand le déconfinement sera fait. On aura peut-être nos piscines pour jouer en juillet, on verra. Voilà. Ok. Allez, bon. On va. En tout cas, merci à vous tous. Tu peux t'entraîner à sec en mettant la tête dans une bassine. Voilà, ouais, mais la posture n'est pas du tout agréable. Il faut tenir la tête. Jamais dans son bain, jamais tout seul. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette deuxième conférence. On prend fin. Et à la prochaine fois. J'enregistre le lien et il sera visible. Je le mettrai en lien sur la chaîne de YouTube. Regardez les vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là, on répond. Et puis, continuez à prendre soin de vous surtout et de votre famille et de vos proches et de tous ceux qui sont loin aussi. On vous embrasse. Des bisous à tous. Ciao, merci.